Moi, j'ai envie de dire, la qualification d'une, elle n'est pas volée, de deux, elle est ultra méritée et ça vient récompenser tout ce travail parce que on l'a vu souvent en Afrique. Un coach, tu viens, tu as fait 6 mois, tu n'as pas eu les résultats escomptés, tu sautes. Là, le de Sabre, on a l'impression en tout cas que on l'a laissé travailler pour une fois. C'est historique, oui c'est quelque chose d'important, c'est un passage obligé pour la sélection congolaise, mais en même temps ça ne peut pas être l'apogée, parce qu'il faut aussi apprendre des erreurs. Si on parle de 74, c'est parce qu'il n'y a pas eu de suite, Ouais. au final, c'est parce qu'il n'y a pas eu de suite. Partie de la campagne pour la Coupe du Monde du Brésil, et Dieu seul sait que c'était compliqué, hein. Les places elles étaient chères. Aujourd'hui avec ce format-là, ça laisse aussi plus d'opportunités à se qualifier. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps. Imagine-toi que même la Jamaïque était présente en 98. Là, c'est clair, maintenant, il faut instaurer une régularité. Je pense qu'on peut regarder toutes les équipes africaines dans les yeux. Le potentiel des RDC, il n'y a plus de débat dessus. Ça fait des années qu'on dit que le potentiel est là. Alors peut-être que Passy ou Berto, c'est pas Bono, c'est pas Mendy, mais c'est un gardien qui rassure. Mbemba, c'est ton patron en défense. Et puis surtout, il y a la complémentarité avec Twanzebe maintenant qui a été trouvé. Bon, on rappelle les adversaires. Portugal, Colombie, Ouzbékistan. D'ailleurs, Colombie, ce match-là, il va être capital parce qu'on va jouer au Mexique. Bah, dans le même stade. Je voulais venir. Et Le stade a été baptisé. Colombie sera à domicile. Salut à tous, SNA Le Cercle, nouvelle série. Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial. Il y aura beaucoup de sourires. Il y aura beaucoup de sourires parce que on a assisté à un moment d'histoire il y a quelques jours ou quelques semaines de cela. 52 ans d'histoire se sont déroulés et puis il y a cette qualification historique dans les RDC pour la Coupe du Monde. On va forcément revenir dessus parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Donc il y aura un fort accent congolais aujourd'hui sur le plateau. On n'est pas en format débat, on n'est pas en format invité, mais on est en format discussion. Je pense qu'il y aura quand même beaucoup de choses à dire. Et pour m'accompagner, j'ai choisi des spécialistes, hein. Franchement, la crème de la crème, vous allez voir. Déjà, Ruben Lopez de Léopard Leader Foot. Bonjour Ruben. Bonjour à tous. Ravi de t'avoir à nouveau parmi nous. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Exactement. Très longtemps, les années ont passé. C'est vrai. Mais bon, écoute, on se retrouve en Coupe du Monde tous les deux. Donc, Magnifique. c'est parfait. Elton Mokolo aussi, que vous connaissez. Salut Elton. Salut Mansour, salut à tous. T'as aussi un grand sourire. Évidemment, grand sourire, c'était quelque chose d'historique de vivre ça. Enfin, maintenant, 74, un petit frère. C'est surtout ça. Un vrai petit frère. Bien grand. C'est clair ce que j'ai dit, un petit pas si petit que ça. Et enfin, Distel Zola, ancien Léopard, qui est avec nous. Bonjour Distel. Bonjour Mansour. Ça doit faire quelque chose quand même de voir ses petits frères, justement, pour le coup, aller décrocher cette qualification. Ouais, exactement, c'est un aboutissement, la concrétisation d'un travail de longue haleine. Et aujourd'hui, je suis très content qu'on puisse retrouver à la phase finale de la Coupe du Monde après tant d'années. Après tant d'années, parce que ça n'a pas été facile, on va le rappeler. Il y a eu la phase de groupe qui était compliquée. Exact. Il y a eu les barrages. Afrique d'abord, ensuite les barrages intercontinentaux. On ne se rend pas compte, mais en fait, c'est un parcours du combattant. D'ailleurs, toi, Ruben, tu étais à Guadalajara, au Mexique, pour suivre ce match, on va dire historique, parce que pour moi, en tout cas, je pense qu'il est historique. Oui. Déjà, comment est-ce que c'était là-bas sur place? Comment c'était la préparation, l'ambiance Alors, on a senti très rapidement que c'était une ambiance spéciale. Ouais. Parce que les joueurs étaient vraiment à huis clos. Ça a été un peu rayé par quelques médias. Pendant très très longtemps, ils étaient à huis clos. Ils ont fait même un match de préparation où vraiment il n'y a rien qui a découlé. C'était vraiment fermé. On sentait qu'il y avait quelque chose de spécial. Les joueurs et surtout le staff voulaient que les joueurs préparent cette rencontre du mieux possible. Et ça a été assez spécial jusqu'à ce qu'on rentre dans le protocole FIFA avec les entraînements ouverts à la presse et autres. Mais au début, c'était vraiment assez particulier. On sentait qu'il vraiment il y avait une atmosphère un peu de finale où vraiment les joueurs voulaient être dans leur coin et rien ne s'est filtré. Toi, Dessel, est-ce que tu avais des trucs avec les joueurs? Parce que est-ce que vous échangez, ils te disaient quoi? Un peu tendu ou tranquille? Ouais, non, c'était la concentration, hein. Et je pense que l'équipe, elle est arrivée dans une dynamique où elle sort du parcours de la Coupe d'Afrique, quand même, il faut le préciser. Et puis ses éliminatoires pour la Coupe du Monde, en éliminant le Cameroun et puis le Nigeria successivement. Donc il y avait une confiance. Et je pense que le coach, il a été stratège en protégeant son groupe et en travaillant dans cette dynamique positive. Parce que pour se qualifier dans ce genre de compétition, c'est pas que le talent ou l'état d'esprit, c'est l'alchimie de toutes ces composantes qui font qu'à un moment donné, on arrive à passer, que ce soit dans la difficulté. Mais voilà, le match contre la Jamaïque, c'était un match serré, Ouais. mais ça s'est joué sur un coup de pied arrêté, sur des détails.
Et je pense que le fait aussi que l'équipe elle est partie bien avant se préparer au Mexique, avec les conditions atmosphériques, tu sais, tu es en altitude, tout ça, il fallait aussi s'adapter. Et franchement, chapeau à eux, hein. Bravo. D'ailleurs, tu disais que c'était un match serré. Moi, il y a un truc qui m'a frappé. Je pensais déjà, et le match l'a prouvé, que je voyais les RDC supérieurs à la Jamaïque. Mais je sais pas, j'ai senti beaucoup de crispation. Je sais pas, par exemple, toi, Elton, comment tu l'as senti, mais j'ai senti beaucoup de crispation. Peut-être la peur, en fait, parce qu'on se dit, ben, on sort des barrages africains, on s'est tapé le Nigeria, le Cameroun, qui sont quand même, voilà, c'est pas des petits. La Jamaïque, bon, c'est pas des petits non plus, mais tu t'es dit, j'ai fait le plus, entre guillemets, le plus dur. Et là, j'arrive à la Jamaïque, je sais pas, on dirait, il y avait le pied qui tremblait. Ouais, c'est une combinaison de plusieurs facteurs parce qu'il faut pas oublier qu'il y a le but refusé au début qui peut C'est dire vrai. ça peut aider la République démocratique du Congo. Mais déjà, tu fais face à un adversaire décomplexé qui a joué un match officiel avant toi, puisqu'ils avaient joué contre la Nouvelle-Calédonie. Deux, ce statut de favori, on le sait très bien, du côté de la République démocratique du Congo, c'est pas le meilleur des statuts. On avait eu l'exemple en janvier dernier sur un match contre le Bénin. On disait oui, le Bénin arrivait avec de nombreux absents. Premier match à 13 h, ça termine à 1-0. Et 3, le poids historique. C'est un match qui était très important. C'est un match qui arrivait au terme d'un marathon, et je dis bien d'un marathon, de 3 ans, parce qu'il ne faut pas oublier que les éliminatoires ont démarré en 2023. C'est pas aligné comme sur le calendrier européen, où C'est par vrai. exemple l'équipe de France a commencé sa campagne éliminatoire au mois de septembre 2025. Donc tout ça, cet aboutissement, cette idée de se dire qu'il y avait un dernier but, un dernier match à aller chercher, tout ça, ça a pu jouer. Et bon, maintenant, on va parler sincèrement. Dites-moi, ce match, vous l'avez vu. Bon, toi, tu étais au stade. C'est encore différent. Franchement, vous l'avez vécu comment déjà? Il était tard. Pour toi, c'était un bon créneau Ah horaire non, parce que tu es en direct. c'était top. Déjà, nous, c'était tard. Honnêtement, je vais pas vous mentir. Moi, je me suis dit, tout ça pour ça. Franchement, le match, il était pas beau. Non, c'est La clair. vérité. C'est clair, c'est clair. Je pense que surtout, nous, au stade, pendant un moment, c'est surtout dit purée, pas les petits au but. Ouais. C'est surtout ça, je pense, le gros truc, c'était si on voit tir au but, on s'est dit ça va être chaud. Même si on a battu le Nigeria au tir au but et on était un peu confiant, mais on voulait pas. Franchement, on voulait pas. Mais après, on sentait quand même que le RDC était quand même supérieur. Mm. La Jamaïque, sur la rencontre, n'a pas eu énormément d'occasions, à part le poteau de Bailey à un moment, si je dis pas de bêtises. Mais sinon, voilà, on a eu 2 buts refusés pour hors-jeu. On a quand même eu une certaine maîtrise. Et je pense qu'on a vu les changements du coach qui ont apporté, avec Sipenga ou autres, qui ont apporté vraiment un tonus, on s'est dit, ça va le faire tôt ou tard. Ça va le faire. Franchement, c'était vraiment ça le sentiment qui dominait. Je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo où ils vont suivre le match chez Elton. Pour la qualification historique. Et à un moment donné, t'es pas serein. Ah, évidemment, évidemment, oui, oui. Tu fais référence quand je mets un coup de pied sur le coussin. Ouais. Ouais, mais bon, ça c'était. Après, C'est là, l'émotion. on en rigole, mais c'est vrai que sur le moment, c'était surtout parce que en première période, tu as le sentiment de déjouer, parce que c'est un match faux rythme, et quand c'est un match faux rythme, c'est beaucoup plus aléatoire pour l'équipe qui est favorite. Par contre, en seconde période, on a vu quand la République démocratique du Congo, à la faveur notamment de ces changements, a été mieux. T'étais beaucoup plus serein. Mais encore une fois, tu repars dans un autre, dans une autre dynamique à partir du moment où il y a le 1-0 Ouais. et que là, tu dois défendre ton score. Tu commences à envisager le scénario catastrophe. Là, partout, tu repenses au fait que tu étais au stade avec Boulbina, tout ça. T'as un mélange d'émotions. Donc, c'est pour ça, oui, au final, il y a le soulagement. Toi, Distel, toi qui as joué dans cette équipe, euh, comment est-ce qu'on gère justement ce genre de match? L'avant-match, le pendant, parce qu'au début, c'est pas facile. Après, il y a le déclic, ce but de Twanzebe 1-0. Puis après, la gestion du 1-0, justement, du score. Ouais, bah, dans ce genre de match, vraiment le plus important, c'est la gestion du stress, des temps forts et des temps faibles. Et je pense que bah, l'équipe de la RDC, elle a mûri sur ce côté-là, avec des joueurs qui jouent dans leurs clubs respectifs, dans des grands championnats. Et je pense que c'est cette richesse qui fait qu'aujourd'hui, on est passé. Et moi, je m'attendais à un match très difficile, Mm. parce qu'à ce niveau-là de la compétition, il n'y a pas de match facile, même si sur le papier, bien évidemment, on est favori par rapport à la Jamaïque. Mais je savais aussi que ça allait jouer sur un coup de pied arrêté, et je l'avais prédit, et ça est arrivé, le but de Tuanzebe. Donc à ce niveau-là de la compétition, c'est les détails. Et plus on va rentrer dans la compétition, dans la Coupe du Monde, plus ça va se jouer à des détails, à un marquage, à la condition physique aussi, à cette gestion du stress, au changement. Donc c'est tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, la RDC, elle est bien, elle est armée pour quand même faire quelque chose dans cette Coupe du Monde, pour représenter valablement le pays. Et puis surtout, il y a une dynamique parce que les RDC,
Bon, on va en parler un petit peu parce que on sort de l'époque Hector Cooper. Il y a eu deux sables qui arrivent, je te vois déjà. On va en parler, on va en parler. Il y a eu deux sables qui arrivent. Euh, il y a la quatrième place, CAN en Côte d'Ivoire. Ça continue. Éliminatoire CAN, éliminatoire Coupe du Monde. La Coupe du Monde, franchement, avec le Sénégal, ça joue à peu de choses. Ça se joue vraiment à peu de choses. Barrage. Euh, avant la CAN au Maroc, tu as barrage donc Cameroun, Maroc. Tu as la CAN, je veux dire, ouais, comme tu l'as dit, en fait, ces 3 ans, ça a été long, mais quelque part, c'est ça qui crée. Il y a un groupe qui s'est créé, une dynamique qui s'est créée. Et moi, j'ai envie de dire, la qualification, d'une, elle n'est pas volée. De deux, elle est ultra méritée. Et ça vient récompenser tout ce travail parce que on l'a vu souvent en Afrique. Un coach, tu viens, tu as fait 6 mois, tu n'as pas eu les résultats escomptés, tu sautes. Là, le De Sabre, on a l'impression en tout cas que on l'a laissé travailler pour une fois. Pour moi, il y a trois mots Ouais. qu'on peut mettre pour qualifier les 3, 4 dernières années de la République démocratique du Congo. C'est projet, tu l'as évoqué, avoir de la continuité avec le même sélectionneur qui est engagé théoriquement jusqu'en 2029. Dynamique, parce que à partir du moment où il y a eu cette Coupe d'Afrique des Nations, ça n'a pas été entre guillemets un coup d'épée dans l'eau, une performance, et derrière, il y a eu des performances qui ont décliné, et compétitivité. Moi, c'est la première fois que je vois la République démocratique du Congo depuis, sur ce cycle-là, jouer autant de matchs à enjeu, Ah, on joue, à fort enjeu, c'est ça. avec à chaque fois le fait de jouer ton destin, que ce soit contre le Sénégal, que ce soit contre le Cameroun, que ce soit contre le Nigeria, et même la coupe d'Afrique des Nations contre l'Algérie, et enfin tu termines par la Jamaïque. Tout ça sur une courte période. Et ça t'apprend quoi? Ça t'apprend justement à apprendre ces fameux matchs où il y a de la forte pression, notamment pour des joueurs qui vont être amenés justement à encore le revivre. Et ça, c'est bien pour avoir, pour le moyen long terme, s'éduquer dans la haute compétition. Tu voulais dire un truc, Ruben, non? Non, mais je pense que, comme a dit Atem, c'est projet. Le Ouais. coach, il est arrivé, l'objectif, c'était la Coupe du Monde. Se qualifier enfin la RDC à la Coupe du Monde. Donc, quoi qu'il arrive, on savait qu'il allait avoir plus ou moins un peu de temps, à part catastrophe, une Coupe d'Afrique des Nations ou autre, Ouais. mais que, en gros, le but, c'était la Coupe du Monde, c'était le projet des éliminatoires qui allaient être longs, et de créer vraiment un groupe. Et on l'a vu, moi, j'aime bien. Je trouve qu'il a un peu une mentalité un peu à la Didier Deschamps, c'est-à-dire qu'il a son groupe. Mhm. On sait qu'il y a des joueurs qui auraient pu être intégrés dans le groupe ou autre, mais il a son groupe, il a son ossature, il a ses hommes de confiance depuis le début, des Samuel Mutusami, des Chancel, même si Chancel avait des difficultés en club, des Cédric, il a des hommes de confiance sur qui il s'appuie, et c'est de la continuité. C'est ça qui est bien. Il a mis un cadre, il a fait son projet, il avait ses idées, et il a eu jusqu'au bout et ça a payé. Là, c'était son projet parce que nous, on l'avait reçu notamment à l'After Afrique et il nous avait exposé son plan, c'est-à-dire définir le cadre. C'était lors de l'été 2025. On n'était pas encore à ce que la République démocratique du Congo allait vivre. L'idée, c'était vraiment de dessiner un cadre avec une ossature, créer notamment cette colonne vertébrale. Et à côté de ça, des joueurs qui allaient grandir. Et on peut dire c'est ce qui s'est passé parce que du côté de Sébastien Dessart, en plus de la colonne vertébrale, tu as réussi justement à gagner pour moi des joueurs qui ont réussi à se greffer dans cette dynamique. Mais ça paiera d'autres joueurs par la suite. Mais on y reviendra plus tard. Euh, Tout à l'heure, je parlais d'Hector Cooper. Toi, Distel, tu es justement de la génération où c'était, on va dire, un peu plus compliqué. Là, on a l'impression que pour la RDC, quand ils sont en regroupement, je dirais pas tout roule, mais c'est plus facile. Toi, à ton époque, c'était comment déjà? Bah déjà, pour enchérir les propos de, Ruben? de Ruben et Ayrton. Ayrton, à l'époque, c'est vrai que c'était pas facile. Et moi, pendant la période là où il y a la fin d'Hector Cooper, j'y étais au Maroc. Et le soir à l'hôtel, je vois que c'était vraiment le chaos total, quoi. Pour te dire, il y avait l'image où tout le monde était dans son coin. Et c'est là que le ministre Serge Condé, il a nommé des arbres. Personne ne le connaissait. Et en fait, le résultat de cette qualification, je pense que c'est tous les échecs que depuis ce temps, la sélection elle a subi, de se relever malgré les critiques, malgré les difficultés. Et pour donner un peu un exemple, des arbres, ça fait 3 ans qu'il est coach de l'équipe, mais on a vu 3 ministres des Sports qui sont passés. Serge Condé, Kabulo et maintenant Boudimou. Donc pour dire la longévité et la confiance qu'il a eue pour mettre en place son équipe. Donc je pense que c'est bien. Il faut vraiment être dans ces projets-là de vision, de voir loin, pour laisser aussi aux sélectionneurs
et aux joueurs de s'adapter et de pouvoir faire du résultat parce que il faut laisser du temps en fait. C'est ce que je voulais dire parce que souvent, comme tu l'as dit en Afrique, c'est dès que tu n'as pas les résultats, bah, dès que tu n'as pas atteint l'objectif, par exemple, qualif CAN. Après, il faut dire aussi qu'il a atteint les objectifs parce qu'il Toujours, avait ouais, déjà pour l'instant. l'objectif de se qualifier pour la CAN, il l'a fait. Et là, pour la Coupe du Monde, donc il continue et il a la confiance. Donc je lui souhaite bonne chance que ça continue encore et encore et encore, qu'on puisse voir éclore aussi des joueurs locaux dans notre équipe nationale parce que c'est important. On va pas que parler des binationaux, c'est bien. Nous, moi, je fais partie aussi de ce cru-là. J'ai eu la chance d'être formé à Monaco, Mm. d'avoir des installations pour passer professionnel. Mais il est vrai qu'il y a certains joueurs qui sont au pays. Plus l'an passé, j'étais à Vita Club Manager. J'ai pu voir aussi les défis et les réalités qu'il y a au Congo et à l'intérieur du pays aussi par rapport au football. Donc il y a un gros chantier. Moi, je trouve que c'est très bien qu'on soit qualifié pour la Coupe du Monde parce que ça va donner un élan positif dans tout le pays Ouais. par rapport au football. C'est un peu comme la Coupe du Monde 98. Tu sais, en France, il y avait eu un record d'inscription pour les jeunes. Donc j'espère qu'on va avoir le même impact et on va pouvoir pérenniser le travail et nos résultats dans le futur. Ça tombe bien que tu en parles. D'ailleurs, on peut parler de ça parce que c'est vrai qu'il y a la qualification à la Coupe du Monde, il y a cette projection qu'on se fait, mais en fait, il ne faut pas que ce soit une qualification sans lendemain. Euh, Tu parlais là de l'effervescence que ça va créer, l'engouement que ça va créer. Peut-être il y aura une explosion de nombre de licenciés ou d'académies dans le pays, mais il faut que ça aille de pair aussi avec des infrastructures sportives qui aient un vrai accompagnement. Là, on parle, mais le stade des Martyrs, il n'est pas homologué encore à l'heure actuelle. D'ailleurs, j'ai l'impression que tous les 6 mois, il est homologué, il perd son homologation. Est-ce que c'est pas le moment de se dire, bon, on rase tout, on fait un nouveau stade moderne et puis on passe à autre chose voir par exemple, en compétition interclub, Ligue des Champions, CAF ou Coupe de la CAF, les clubs qui sont obligés d'aller jouer à Lubumbashi, des choses comme ça. Est-ce que c'est pas là aussi justement le moment de se dire, bon, on est sur un temps fort, on est sur une bonne dynamique, il faut aussi que le pays en profite, et les talents locaux comme la Distel. Ah, mais ça a toujours été le problème. Ouais. Ça, c'est sûr. Le plan local, il y a un gros chantier à faire, même le championnat. Un coup, il a arrêté, un coup, il n'est pas arrêté. Enfin, Distel peut en parler. C'est compliqué. C'est très compliqué. Il y a un gros chantier à faire. Donc, l'équipe nationale, bon, comme on l'a dit, là maintenant, je pense que l'objectif, c'est à chaque Coupe du Monde, la RDC doit être présente. Ça, il y a Ouais, pas qu'à à dire. 9 places et demi, ouais, il Non, faut essayer. voilà, il y a plus de, on va plus se cacher, il faut qu'on soit présent à chaque Coupe du Monde. Mais sur le plan local, effectivement, on a énormément de talent, il y a une diaspora énorme. Enfin, je veux dire, on a de quoi faire pour. Et je pense qu'il faut qu'on prenne conscience que sur le plan local, il y a des talents incroyables qu'on doit former, le football qu'on doit structurer, qui va nous permettre de continuer à avoir des générations de joueurs qui arrivent. On l'a vu auparavant avec des rooms, avec des trésors ou autres, qui nous ont fait rêver. Et Mm. c'était des joueurs locaux. Et C'est je vrai. pense qu'on a largement de quoi faire pour trouver d'autres talents avec les équipes d'âge aussi jeunes aussi. On n'en parle pas souvent, mais les équipes d'âge aussi jeunes, il faut qu'on continue à construire. Je sais que certains font de bonnes choses comme Christopher Walembo ou autres depuis des années, mais il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens internationaux qui sont partis s'installer en RDC. Il y a 2 jours, je parlais avec Erita Ilunga, qui me disait qu'il est là-bas maintenant. Christophe Walembo que tu as cité. Donc, ça montre vraiment quoi là, il y a quand même des gens qui sont repartis au pays, qui sont partis s'installer, qui sont en train de mener des projets. Parce que je vois venir le truc, hein, c'est que la Coupe du Monde, moi, je le sais d'expérience, ça attire les binationaux. Tous ceux qui hésitaient se vont se dire, ouais, avant, ouais, l'RDC, je sais pas trop, j'ai pas envie là. Coupe du Monde, en plus États-Unis, exposition maximale, ça va attirer les gens. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de se dire, bon, allez, on va aller justement profiter de la carte Coupe du Monde, on va aller voir des joueurs qui avaient été hésitants, on leur dire, écoute, là, je te mets la carte Coupe du Monde, comme ça, là, tu peux pas refuser. Et après, tu as un joueur qui vient, mais pour moi, en tout cas, c'est pas des projets à long terme. Pour moi, c'est trop court-termiste. Pour moi, la Coupe du Monde ne peut pas représenter l'apogée du projet de la République démocratique du Congo avec tout ce qu'on peut dire sur la Coupe du Monde. Oui, dans l'absolu, c'est historique. Oui, c'est quelque chose d'important. C'est un passage obligé pour la sélection congolaise. Mais en même temps, ça ne peut pas être l'apogée parce que faut aussi apprendre des erreurs. Si on parle de 74, c'est parce qu'il n'y a pas eu de suite. Ouais. Au final, c'est parce qu'il n'y a pas eu de suite. Il ne faudrait pas que 2026, ce soit l'apogée du football congolais. 2026 doit être un passage, une étape importante pour le football congolais. Et le football congolais doit se servir de ça pour inventer, ou plutôt réinventer, le football congolais de demain. Et ça passe par construire un présent
et laisser un futur. Avec tout ce qu'on peut dire de bien sur Chancel Bemba, sur Cédric Bakambu, sur Samuel Mutusami, etc., etc., on ne peut pas leur imposer une charge en disant qu'ils représentent à la fois et le présent et le futur. Le présent et le futur, ça doit dépasser notamment la sélection A. Ça doit être le football congolais dans tout son ensemble, que ça soit de la base, c'est-à-dire reconstruire des équipes compétitives, qualitatives chez les jeunes, et des infrastructures pour pouvoir, entre guillemets, avoir une trace concrète des avancées du football congolais. Et ça, pour moi, c'est un défi qui est majeur. Et ça, ce défi, ce projet fédéral, il ne se quantifie pas sur 1 ou 2 ans. Il se quantifie sur 10 ou 15 ans, comme l'a fait le Sénégal, comme l'a fait le Maroc, par exemple. Mais 10 ou 15 ans, Ouais, mais oui, oui. entre-temps, tu as élection présidentielle, Oui. sûrement transition. Je parle même pas du Congo, je parle en général, Oui. notamment en Afrique. Tu as 5 ministres des Sports qui sont, qui sont passés. Est-ce que c'est possible? Moi, je pense que s'il y a une réelle volonté, même que ce soit des fédérations, la fédération, la FECOFA et du gouvernement, comme l'a fait le Sénégal, hein. Parce que moi, quand je jouais à Nancy à l'époque, les Sadio Mané, les Kalidou, ils arrivaient à Metz. Ouais. Ils étaient tout jeunes. Et ça, il y a 15 ans, tu vois. Mais ils ont investi et aujourd'hui, ils récoltent les fruits. Tu vois, il y a une multitude d'académies au Sénégal aujourd'hui, avec Djambar, Génération Foot. Et ils ont pas attendu la fédération sénégalaise. Ils ont commencé et après, ça a créé un engouement. Mais les résultats, ils sont là. Aujourd'hui, dans toutes les catégories jeunes, le Sénégal est représenté, champion d'Afrique. Donc, il n'y a pas de hasard. Et à ce niveau-là, pour gagner des titres majeurs, il faut un réel travail de la fédération et un accompagnement du gouvernement. Là, on l'a vu qu'il y a eu vraiment un engouement aussi du gouvernement, un accompagnement qui a fait aussi, qui a motivé les joueurs et tout le monde, tu vois. Donc, je pense qu'il faut vraiment investir sur une politique sportive pour les prochaines années. Et de là, on pourra pérenniser le travail qui a été fait et cette Coupe du Monde et s'appuyer sur ça pour avancer. Donc, c'est un défi. Ouais. Et pour revenir sur ta question sur les binationaux, Ouais. honnêtement, spoiler alerte, il n'y aura pas énormément de joueurs qui vont être intégrés à la Coupe du Monde. Non, c'est sûr. Le Il temps y est trop aura- court en plus. Le temps est trop court, même s'il y en a qui sont, on va dire, je pense, qui sont déjà d'accord, de ça, déjà des noms, je pense, de joueurs qui seront, si on les appelle, ils vont venir. Je pense que, voilà, on a dit 13 matchs de qualification, il y en a qui sont partis au Soudan, ils sont partis au Mexique, là, ils ont fait quasiment 3 semaines en dehors de leur famille. Et je sais que le coach a également rassuré certains joueurs qu'il ne va pas tout chambouler. Et certes, il pourrait rajouter 10 binationaux, mais il ne le fera pas. Non, mais même Un pour ou l'équilibre deux. du groupe en plus. Voilà, ça serait ridicule. Il y aura peut-être 1 ou 2, mais voilà, pour la Coupe du Monde, on ne va pas se mentir, il n'y aura pas une révolution. Par contre, après la Coupe du Monde, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais là, pour la Coupe du Monde, il y aura peut-être 1 ou 2 ajustements. Après, tu n'es jamais à l'abri de blessures, peut-être. Aussi, malheureusement. Mais les binationaux, là, je pense que ce ne sera pas la priorité pour la Coupe du Monde. Mais en tout cas, ça va forcément faire parler parce que moi, après ça, quelques jours après la qualification, j'ai commencé à voir, oui, mais tu vois, après, souvent sur les réseaux, oui, mais regardez l'équipe qu'on pourrait avoir Le 11 si probable des RDC 11 qui programmes, vont machin et tout. Mais je me dis, mais vous vous rendez pas compte qu'en fait, c'est déjà d'une, c'est pas parce qu'ils sont binationaux qu'il y a la Coupe du Monde qui vont venir, d'une, et de deux, tu les fais venir. Un groupe, c'est un équilibre. Toi, tu as été en section, tu sais ce que c'est, tu as joué. Un groupe, c'est un équilibre. Je veux dire, si demain, juste sous prétexte que tu t'es qualifié pour la Coupe du Monde, tu fais venir 4, 5, 6 nouveaux joueurs qui n'ont pas fait de qualification, qui arrivent juste parce qu'entre guillemets, ils ont le statut de binational, quel message tu envoies aux joueurs qui étaient là, qui sont battus? Tu dis, écoute, c'est bien, tu as fait des qualifications, comme tu dis, tu es allé te battre au Soudan, tu es allé te battre là-bas, machin, aux 4 coins de l'Afrique. Et quand tu joues à 14h, 35 degrés, pelouse haute, c'est difficile. Et là, on te dit, ok, ben, c'est pas grave, tu as fait les qualifications, mets-toi de côté, mais celui qui va aller jouer la Coupe du Monde, c'est fragile dans un équilibre, pour l'équipe d'un groupe d'avoir ces politiques-là. Ah, bien sûr, hein. Et là, le coach, il a son rôle. Le rôle, il est important. En tout cas, moi, je pense que je ne suis pas contre d'intégrer des joueurs qui peuvent être des plus-values. Mais il est vrai, peut-être après la Coupe du Monde, déjà, il faut laisser le noyau, rajouter 1 ou 2 éléments. Mais après, il faut vraiment... Pour moi, je pense que c'est vrai que pour tout le peuple congolais, c'est 52 ans après, c'est le Graal. Ouais. Mais en tant qu'expert, technicien, moi, je me dis, en fait, que c'est une étape maintenant et il faut continuer dans la next step. Et la next step, ce serait de pouvoir attirer, grâce à cette Coupe du Monde, des joueurs
qui vont ramener une réelle plus-value dans le groupe. Donc c'est ça. Des binationaux qui vont ramener une plus-value et aussi des joueurs locaux qui vont se révéler et vraiment créer cette alchimie-là. Et je pense qu'on va être encore plus fort. Ouais. Et puis, encore une fois, c'est un groupe qui capitalise sur un cycle qui est positif, qui est important et qui reste fragile. Parce que à l'échelle du football de sélection, ça reste un cycle qui reste court. Et moi, ce qui me plaît dans ce groupe, dans cette sélection, c'est que c'est une équipe, ça peut paraître fou, mais qui a des cicatrices. Qui a des cicatrices parce qu'il y a eu des moments de joie, comme il y a eu des moments importants, des défaites. Je veux dire, il y a eu la Côte d'Ivoire, la défaite en demi-finale. Il y a eu la défaite contre le Sénégal, qui t'a préparé pour les barrages africains, où tu as réussi à battre et le Cameroun et le Nigeria au tir au but. Il y a eu cette défaite contre l'Algérie, qui t'a préparé pour aller gagner contre la Jamaïque. Tout ça, ça a tissé des liens. Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement se souvenir que des moments de joie, il faut aussi se souvenir des moments de défaite, où tu as des moments de doute, et qui renforce notamment la dynamique d'un groupe. Et à l'intérieur même de ce groupe, il y a des joueurs qui ont évolué dans leur statut. Je veux dire, à Lionel Passy, à un moment donné, après sa grave blessure, il n'était plus gardien titulaire. Il a fallu qu'il cravache, il a fallu qu'il travaille. Et dernière Coupe d'Afrique des Nations, il a été très satisfaisant. Un joueur comme Sadiki, il a grandi. Au départ, il est venu pour apprendre ses gammes, mais très rapidement, il est devenu titulaire. Un Misha Kelia, il avait un statut de remplaçant, il est redevenu titulaire, et ça reste un joueur respecté dans le groupe. Et moi, tout ça, toutes ces histoires humaines à l'intérieur d'une équipe de foot, ça m'intéresse. Et c'est pour ça que moi, quand je vois notamment les 11 probables, je dis attention, on ne peut pas, entre guillemets, sous-estimer l'impact de ce que représente un groupe dans un sport de très haut niveau. Ça, c'est très important. Et les considérations individuelles qu'on veut greffer sur un groupe qui vit ensemble depuis 3 ans, ça, faut mettre de côté. Surtout que dans des compétitions comme ça, comme sur la CAN ou la Coupe du Monde, la notion de groupe, elle est très importante. C'est le groupe et la vie de groupe et on va dire les liens qu'il y a entre les joueurs, entre eux, qui te fait aller loin. Parce que si ton groupe, il n'est pas ça et qu'il n'y a pas ce côté, on est là les uns pour les autres vraiment. Comme il disait à l'époque, c'est quoi l'équipe de France? On vit ensemble, on meurt ensemble, c'était ça. Hein. Ouais. Tu vas pas aller très loin en fait. Oui, on va éviter un ice now, si on peut. C'est pas mal. Et puis, bah oui, non mais bien sûr, pour ce genre de compétition, il faut savoir aussi que les joueurs, comme tu as dit, ils seront 3 semaines ensemble. Il y a des égos à gérer, il y en a qui ne seront pas titulaires, d'autres des titulaires. Donc le coach aussi crée son groupe en fonction de tous ces éléments. Il ne peut pas prendre, si c'est la liste, c'est combien? 28 joueurs? Je crois que ça va être 26. Non, il ne peut pas prendre 26 titulaires, non. On sait qu'il y a des joueurs qui vont rentrer, il y a d'autres qui ont un statut de joker, d'autres titulaires, d'autres moins. Tu vois, par exemple, un Piquel, il a joué beaucoup de matchs, mais en ce moment, il joue moins. Mais ça veut dire peut-être à la Coupe du Monde, il peut jouer. Tu vois un Fiston Mayele qui a plus ce statut de joker, un Bakambu qui est là titulaire. Donc le coach il gère un peu son effectif et je pense que il le sait à l'avance par rapport aussi à des scénarios possibles de match, comment il va manager son groupe. Donc elle est là aussi la vraie le vrai rôle d'un coach et c'est pour ça qu'il ne faut pas chambouler tout un effectif parce que s'ils ont réussi à se qualifier avec cet effectif-là, ils pourront faire très bonne figure à la Coupe du Monde aussi. Merci. En parlant de l'effectif, moi il y a un truc que j'avais noté par rapport à quand on parlait il y a 3 ans cette défaite contre le Maroc. La différence c'est que je dirais pas qu'il y a beaucoup plus de titulaires en puissance, mais qualitativement, on dit souvent que pour avoir une bonne équipe, il faut avoir une bonne colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'il faut avoir un gardien solide, il faut avoir un patron en défense, un bon milieu et un bon attaquant. J'ai l'impression que maintenant, la RDC, elle a ça. Alors peut-être que Passy ou Berthaud, c'est pas Bono, c'est pas Mendy, mais c'est un gardien qui rassure. Mbemba, c'est ton patron en défense. Et puis surtout, il y a la complémentarité avec Touanzebe maintenant qui a été trouvé. Tu as Noah Sadiki, comme tu l'avais dit, qui à la base était venu pour apprendre patron. Moutou Sami aussi, j'ai l'impression que c'est l'homme de base de Sabre. Et puis maintenant, tu as l'attaquant titulaire qui a été trouvé. Et du coup, ça te fait avec Bakambu. Et du coup, tu as ta colonne vertébrale comme ça. Est-ce que c'est la vision que vous avez ou Oui, c'est la vision qu'on a. C'est la vision qu'on a à partir du moment où c'est des joueurs qui ont réussi à grandir. Et tout ça dans des étapes différentes. Je veux dire, Touanzebe, il a quoi? Il a moins de 20 sélections. Faut pas l'oublier, mais on le voit déjà comme un joueur qui est important. Wan-Bissaka est arrivé récemment. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que petit à petit, la maison a reçu des briques qui ont permis de cimenter ce 11. C'est pas comme s'ils étaient arrivés tous en même temps. Non, il y a eu des étapes de progression naturelle.
avec notamment la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, les éliminatoires de Coupe du Monde, les barrages, la Coupe d'Afrique des Nations où Passy redevient titulaire. Et enfin, on a, alors je dis le terminus. Le terminus, on a le barrage face au Jamaïque. Tout ça, il y a eu des étapes où il y a des joueurs qui se sont révélés, qui se sont montrés importants à l'heure de la vérité. Alors, il y a un truc aussi qui m'a, avant de se projeter sur la Coupe du Monde, on en a forcément entendu parler, on en a beaucoup parlé. D'ailleurs, tu as fait un édito un petit peu dessus, je crois. C'est bon, il y a eu la qualification, vous êtes rentré du Mexique, d'ailleurs, beaucoup plus tard que prévu. D'ailleurs, avant de parler de ça, Ouais, vous avez fait quoi au Mexique? Vous avez... vous avez fait quoi au Mexique? On est entre nous, vous avez fait quoi au Mexique? Bah écoute, on a profité du pays, mais après, moi personnellement, je voulais rentrer, et en dépit de ma volonté, j'ai pas pu rentrer au moment où je voulais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors, pour les joueurs, en tout cas, il fallait célébrer. Il fallait célébrer. Après, malheureusement, faut organiser tout ça. Après, je pense que l'agenda du président n'était pas aussi libre que nous. Ouais. Et du coup, il fallait un peu attendre, il fallait préparer les choses et autres. Donc, ça a pris un peu plus de temps. Donc, malheureusement, c'est ça. Après, malheureusement, ce n'est pas de mon ressort, mais je ne comprends pas comment les clubs n'ont pas été avertis que si qualification, enfin, je pense que tout le monde savait que s'il y aurait qualification, forcément, les joueurs allaient passer par le Il y a pays. des festivités. Hein. Donc, ça, malheureusement, c'est la partie qui est regrettable. Après, les joueurs se sont occupés comme ils pouvaient. Hein. Parce qu'on rappelle, donc, le match s'est joué un mardi. Ils ont été reçus. Donc la Dimanche. trêve finissait mercredi. Il fallait retourner en club. Et donc ça a été dimanche qu'ils ont été reçus par le président de la République. Donc les clubs ont commencé à grogner. West Ham a porté l'affaire donc, pour Wan-Bissaka devant la FIFA. Lille pour Mbemba. Il est temps dit on va voir ce qu'on va faire. C'est un petit peu peut-être la fausse note. Et tu disais peut-être qu'il y a un problème de communication. Mais après, j'ai envie de te dire. Est-ce que même s'ils avaient communiqué, les clubs auraient accepté? Parce qu'on a vu récemment, même pour libérer les joueurs pour aller à la CAN, déjà, les clubs, ils tirent au maximum. Est-ce que du coup, quelque part, on incrimine beaucoup du coup la RDC de ce point de vue-là? Peut-être que je me fais l'avocat du diable. Hein. On incrimine beaucoup la RDC, mais même si la RDC avait essayé de demander, est-ce qu'on leur aurait pas dit non quand même? Le règlement, il est strict, tu vois, c'est 48 heures après un match où tu dois regagner ton club. Donc, pourquoi on n'a pas pu le faire dans les 48 heures? Je pense que ce serait rentré dans le timing, dans le bon timing. Là, c'est vrai que par rapport au club, juridiquement, tu peux te mettre en danger. Quand tu vas en équipe nationale, c'est ce que j'ai envie de dire, la Coupe du Monde. Bien sûr que tu vas la jouer, mais après, tu retournes dans ton club. Toujours. Ouais. Donc, c'est ton club qui te paye, qui te rémunère et avec qui ça te permet de t'entraîner tous les jours pour être performant. Donc, je pense qu'il y a eu un petit problème de timing, mais cela n'empêche, c'était historique aussi d'aller au pays et d'être reçu, d'avoir l'honneur qu'ils ont reçu parce qu'ils ont travaillé pendant toutes ces années pour avoir cette récompense. Mais c'est vrai que ça aurait dû être fait dans le bon timing. C'est un peu la fausse note, mais je pense que voilà, les clubs, ils vont aussi, c'est des humains, ils vont comprendre et que demain, ça sera juste une histoire du passé, quoi. Et le temps de toi, du coup, pour reprendre un petit peu ce qu'elle t'a Ouais. dit dans ton édito, est-ce que les clubs vont vraiment sanctionner les joueurs pour ça? Parce qu'on avait aussi le président dire, oui, s'il y a des amendes, voyez avec la fédération, on va payer. J'ai l'impression que, du coup, en fait, toute cette partie un petit peu polémique entre le retour tardif, les possibles amendes, ça a un petit peu terni le tableau parce que les réjouissances, les festivités, c'était top. Oui, elles étaient top, elles étaient historiques, mais par rapport à la séquence, c'était une erreur. C'est une erreur, pourquoi? Parce que faut comprendre que les clubs sont des partenaires dans l'absolu, pas des adversaires. Parce qu'au final, ceux qui risquent d'être des victimes collatérales de tout ça, ce sont les joueurs. Et pourquoi je dis ça? Je pense que s'il n'y a pas ces brassons dans les 48 heures, ça aurait été aussi possible d'organiser ça sur le prochain rassemblement. Parce que là, ce qui va entraîner, il peut entraîner des représailles. Parce que au final, quand on regarde les clubs, notamment West Ham avec Wan-Bissaka, le Real Betis avec Bakambu, West Ham avait un match très important dans sa saison, quart de finale de Coupe d'Angleterre, avec Wan-Bissaka, qui est un élément qui est fondamental. Il n'est pas là. West Ham est éliminé. Je ne dis pas qu'avec Wan-Bissaka, il se serait qualifié, mais je pense qu'il se serait donné plus de chances. De la même manière, le Real Betis joue un quart de finale de Coupe d'Europe. C'est la première fois, enfin tout du moins en Coupe UEFA, depuis très très longtemps, face à Braga. Alors oui, ils ont fait que match nul. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je me base souvent
notamment dans les émissions, pour que le passeport congolais soit de plus en plus important, reconnu dans le football mondial, dans le football européen. Ça passe par des transferts type Yohan Wissa, Noah Sadiki. Et pour que ce passeport congolais soit de plus en plus reconnu, il faut qu'il soit valorisé, il faut qu'il soit reconnu à travers les clubs. Et tout ça, ça peut entraîner des représailles, manière de dire que, voilà, sur des joueurs comme ça, je fais aujourd'hui un club de manière rationnelle, de manière pragmatique, il voit ça, à savoir des joueurs qui peuvent être, et qui ne viennent pas au bout de 48 heures, il peut aussi se dire, moi, j'ai pas envie de recruter un joueur en sachant que cette sélection peut être capable de faire ça. Les clubs et les sélections, et moi je dis ça notamment pour les clubs qui parfois libèrent tardivement les joueurs, Voilà. ça reste de l'absolu des partenaires, parce que je ne voudrais pas que, à l'occasion du rassemblement pour la Coupe du Monde, ces mêmes clubs qui ont vécu ça, et libèrent tardivement ces joueurs qui peuvent arriver à court de forme sur ce qui va être le trophée, enfin la compétition la plus importante des dernières années pour la République démocratique du Congo. Donc c'est pour ça qu'on est sur un cercle qui peut être à la fois vertueux, mais aussi vicieux si on est dans « Ah, tu m'as fait ça, comme à la cour d'école, et ben je vais te faire la même chose. » Non, ça fait tâche. Franchement, ça fait tâche parce que on a, comme Elton l'a dit, en fait, il y a malheureusement dans la tête des gens, ça va être bon, ben les joueurs congolais, ça peut être un peu n'importe quoi, quoi. Le président ou le côté politique ou la fédération passe au-dessus des clubs et autres. Et c'est vrai que ça peut faire tâche, il peut y avoir des représailles. Et même s'il n'y aura pas vraiment de représailles, dans l'idée des gens et dans l'inconscient, ça peut laisser une mauvaise tâche et une mauvaise image. Mais après, je pense que malheureusement, aujourd'hui, on va essayer de. Ça arrive qu'une fois, donc normalement, la prochaine communication. Ça devrait être. Je pense qu'ils ont compris. Non, là, ça sera bon. Ça sera À part si on gagne la Coupe du Monde, mais je pense que Ça voilà. sera un acquis. Mais non, je pense que voilà, j'espère que ça va être l'histoire ancienne et qu'on va pas, comment dire, raccourcir les joueurs congolais juste à cette ça, époque. ouais. Évidemment, oui. Parce que, après, il y a aussi un autre truc, c'est des détracteurs qui disent, bon, ils ont fêté comme si la Coupe du Monde était déjà passée. Mais en fait, c'est ma lecture des choses, il faut aussi voir le poids historique. Ça oui, ça oui. En fait, c'est pas une équipe qui s'est qualifiée il y a 4 ans qui vient fêter, c'est une équipe, il y a toute une génération, un petit peu plus, qui n'a jamais connu la Coupe du Monde, qui ne sait pas ce que c'est que de se qualifier une Coupe du Monde. Moi, je me souviens, Sénégal 2002, j'étais jeune, mais quand on s'est qualifié en Coupe du Monde, jour férié, hein. Mais Jour férié, la fête. Donc, il faut aussi peut-être que les gens se rendent compte que pour les peut-être nations européennes, sud-américaines, se qualifier en Coupe du Monde, mais forcément, c'est facile, c'est leur pain quotidien parce qu'elles ont beaucoup de places, il y a tout ce qu'il faut. Mais de là où vient le continent africain, d'abord 3 places, ensuite 5, et là 9,5, et donc 10 avec ce barrage réussi. C'était pas facile de faire partie des 5 il y a quelques années encore pour aller en Coupe du Monde. Non, bien sûr, hein. Moi, je fais partie de la campagne pour la Coupe du Monde du Brésil. Et Dieu seul sait que c'était compliqué, hein. Les places, elles étaient chères. Aujourd'hui, avec ce format-là, ça laisse aussi plus d'opportunités à se qualifier. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps. Imagine-toi que même la Jamaïque était présente en 98, pour te dire, et nous, on n'était pas là. Donc, je comprends qu'il y a eu tout cet engouement. Mais comme je l'ai dit, maintenant, il faut voilà, célébrer. On a célébré. Maintenant, il faut se remettre au travail. C'est ça aussi les grands compétiteurs et les grandes nations, hein. Les grandes nations, parce que elles sont toujours affamées, hein. Le Brésil, il a combien de... 5. Donc, ils en ont gagné une. Après, il fallait une deuxième, une troisième. C'est des étapes. Et je pense que nous, on a pris du retard, peut-être. Mais maintenant, il faut prendre cet exemple-là et on va y arriver. Bien, en parlant de retard, moi, un truc que j'ai toujours dit, en tout cas depuis que je bosse dans le football africain, c'est normalement, la RDC, si tout était normal, si tout était structuré, chaque CAN, tu fais minimum demi-finale. C'est-à-dire qu'en termes de potentiel, en tout cas, je voyais ça tellement énorme et tellement fort, mais tu fais minimum demi-finale. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas, limite, ce qui se passe avant, c'est ton échauffement. Après, tu arrives en demi-finale, là, tu vas te commencer à taper contre des gros. Et puis c'est affinité. Et qualification Coupe du Monde aussi, tu dois passer. Mais les choses n'ont jamais été. Les choses n'ont jamais été. Il y a eu tellement de choses qui sont passées entre la politique qui se mêle du sport, les coachs qui vont, qui viennent, les coachs qui sont là, tu ne sais pas pourquoi. Vous avez eu Cooper, je suis désolé, mais Cooper, pour moi, c'est une erreur de casting. Mais bon, il y en a eu beaucoup d'autres. Là, il y a une recette qui marche. Il faut impérativement pas forcément la maintenir parce que tout est une question de cycle, mais il faut que ça serve de base pour
pour vraiment semer les graines, pour se dire, voilà, ben, peut-être comme l'a fait l'Égypte il y a un moment donné, ou la Côte d'Ivoire, le Sénégal et autres, se dire, voilà, maintenant, on va commencer quand même à être présent dans le dernier carré de Cannes, et puis Coupe du Monde, ça devient des trucs réguliers. Là, c'est clair, maintenant, il faut instaurer une régularité. Je pense qu'on peut regarder toutes les équipes africaines dans les yeux. Le potentiel de la RDC, il n'y a plus de débat dessus. Ça fait des années qu'on dit que le potentiel est là. Les effectifs, tout à l'heure, on parlait des effectifs par rapport à l'élimination face au Maroc, etc. Moi, je trouve que même depuis la génération Distel, l'effectif est de qualité depuis quand même pas mal d'années. Après, bon, bien évidemment, des éléments extérieurs qui ont fait que, voilà, mais l'effectif, voilà, il y a eu la génération Distel avec des Cédric, avec des Youssouf, avec des Dieu merci Bourguet. Enfin, il y avait de la qualité. Faut pas cracher dessus. Maintenant, on en a parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est pas l'apogée. Là, c'est le lancement et il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Comme tu as dit, le dernier carré de Cannes, ça doit être un standard, entre guillemets. La Coupe du Monde, il faut y aller. Les équipes de jeunes, je reviens dessus, mais pareil, pour le futur, les équipes de jeunes, ça commence par là. Il faut regarder, prendre l'exemple sur Maroc et le Sénégal. Maroc et le Sénégal, l'équipe de jeunes, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et c'est là où nous, je pense qu'on a une marge de progression et que si le coach, la fédération et forcément, il faut le dire, la politique vont main dans la main ensemble dans le même projet, s'ils le veulent, il n'y a aucun souci pour que la RDC arrive enfin à exploiter tout son potentiel. Surtout les jeunes, parce que c'est vrai qu'on le voit sur les dernières CAN, que ce soit CAN U17, CAN U20, la RDC, où elle n'est pas présente, où elle va pas très loin, et c'est dommage. Et surtout, ça peut aussi servir de première compétition pour beaucoup de jeunes pour les aguerrir. Et puis surtout, il faut qu'il y ait une sorte de transmission, parce qu'on l'a vu, par exemple, que sur la section du Maroc et du Sénégal, que tu as pris un exemple, on a vu des gens qui étaient en U17. Par exemple, je prends pas Matar au Sénégal, il a fait la Coupe du Monde des U17, il a été chez les U20, et maintenant il est en section A. Il faut qu'il y ait vraiment ce truc de palier, en fait. Et c'est peut-être aussi ce qui manque à la RDC. Après, pour le coup, c'est comme dans la vie, l'évolution de la société, elle se fait à travers quoi? À travers ta jeunesse. C'est la même chose pour le football, c'est-à-dire que, en fait, tu as une vision de ce qui peut être fait dans les années. Toi, tu es bien placé pour le savoir. Nous, on a vu arriver en 2012 les Sadio Mané et tout ça, on s'est dit, ah ouais, ça peut être incroyable. De la même manière qu'on a vu arriver le Maroc avec les Hakimi à 18 ans, ah ouais, ça peut être incroyable. Et là, quelque part, avec les Moukao, les Sadiki, on est sur cette idée. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que il faut que ça soit encore plus important dans les catégories de jeunes que quand on parle de la République démocratique du Congo, capable de se battre sur les derniers tours de compétition, ce soit pas seulement sur Côte d'Ivoire 2023, ce soit sur les compétitions intermédiaires pour pouvoir se dire que ces gens-là, enfin ces jeunes-là, avec l'émulation, avec l'apprentissage de la haute compétition très très jeune, ils vont s'en servir pour pouvoir le redonner à la sélection la plus importante. Mais ça, il faut que la République démocratique du Congo redevienne, ou plutôt devienne au XXIe siècle, une sélection importante dans les catégories jeunes. Alors, on va se projeter un petit peu quand même. Il y a la Coupe du Monde au mois de juin. Les festivités, c'était bien beau. La Jamaïque, c'est oublié. Bon, Ruben, apparemment, Mexique, ils ont profité. Mais États-Unis, Canada, Mexique. Il y a ce groupe, notamment avec le Portugal. Coupe du Monde, la RDC y va pour faire quoi? Ça va être quoi l'objectif? Et par exemple, vous, quelles sont vos attentes? Moi, mes attentes, clairement, c'est de bien figurer, de rester dans la dynamique des résultats et de pouvoir être solide, déjà, dans un premier temps, être solide et de jouer avec ses forces, hein, avec cette colonne vertébrale dont tu as cité, et de créer la surprise. C'est un groupe où je pense que dès maintenant, le staff va préparer ces matchs, parce que c'est de la préparation aussi, tout ça c'est de la préparation. Et non, moi je pense réellement que si on est solide, on a des chances de passer le premier groupe. Pour moi, clairement, en toute humilité. Oui, mais en plus, on est sur un format à 48. Donc il y a les deux premiers qui sont qualifiés d'office. Et il y aura parmi les meilleurs troisièmes. On est sur un format quand même qui laisse un petit peu de place. La RDC était chapeau... Non, barragiste. Ouais, chapeau 4 par la force des choses, comme 4. t'es barragiste. Ça laisse de la marge quand même. Il y a de la place pour passer, à défaut des deux premières places, pas le meilleur troisième. Mais bon, moi je pense qu'il y a la troisième, c'est ça, sur 12. C'est ça, oui, meilleur troisième, ça laisse quand même beaucoup de place. Pour moi, l'objectif, clairement, c'est de gagner un match. Parce qu'on n'a jamais encore gagné un match à la Coupe du Monde. Donc ça, c'est déjà aussi historique. Pour moi, il faut qu'on gagne un match à la Coupe du Monde. Forcément, tout le monde va dire Ouzbékistan. Bien évidemment, pour moi, j'espère qu'on va battre l'Ouzbékistan.
Et après, effectivement, avec nos forces, on a quand même, il faut le rajouter, je pense que l'une de nos forces, c'est notre solidité défensive. Ouais. La défense, c'est costaud. C'est costaud et je pense que Portugal, on va voir, franchement, à voir. Mais Colombie et Ouzbékistan, je pense que vraiment, on a vraiment notre va-tout à jouer. Obtenir 4 points, je pense que l'objectif d'obtenir 4 points est largement réalisable. Je sais pas, Tout le monde. pour moi, tu Et vois, pour moi, 4 points, tu passes. normalement, 4 tu points, passes. normalement, tu vas passer. Pour moi, je vois le Portugal, il faut l'aborder comme un match bonus. En mode, on y va, Pas on de- joue. Mansour, tu Non. connais mon avis, tu connais mon avis La sur pression ça. la pression est pas sur nous. La pression est pas sur nous. Non, tu connais mon avis sur ça parce que là, pour le coup, la République démocratique du Congo, autant on a parlé du match contre la Jamaïque avec un statut de favori, pas facile à aborder, mais autant là, ils arrivent avec le meilleur habit possible. Ils adorent cet habit d'outsider. C'est l'histoire notamment de la République démocratique du Congo de Sébastien Dessau, à savoir que t'es l'empêcheur de tourner en rond. N'oublions pas, le Maroc 2022, qui a été le premier justement à créer des problèmes au Maroc, c'est la République démocratique du Congo sur ce fameux deuxième match où là, sur le continent africain, alors vous voyez le Maroc fort, on a commencé à se dire, il y a peut-être du pétrole à aller chercher du côté du Maroc. Et ça, c'est l'histoire de la République démocratique du Congo. Aller chercher un match nul à Dakar, quand bien même tu as été largement dominé, mais dans les dernières Tu minutes, fais le résultat. mais tu fais le résultat, c'est l'histoire de la République démocratique du Congo, tout du moins de Sébastien Dessau. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que là, tu vas voir le Portugal qui va arriver avec un statut qui va être très important, parce que c'est le Portugal, ils ont remporté avec des nations, probablement la dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo, donc ils seront très attendus, et tu peux être l'empêcheur de tourner en rond contre la Colombie finaliste de la Copa América. Tu peux être aussi cette équipe qui peut mettre en lumière les doutes de cette sélection, parce qu'ils ont une génération qui est plutôt vieillissante, avec un Rames Rodriguez qui a pu forcément les minutes. Et enfin, tu as le dernier match contre l'Ouzbékistan, qui peut être un match historique à tout point de vue, parce que avec le fait d'être meilleur troisième, ou voire deuxième, ça, ou même plus si on veut, bah, tu dois viser la qualification, parce que moi, ce que j'aime dans ce cycle-là, c'est que déjà, je peux capitaliser sur le fait que Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, t'as pas perdu en match de poule. C'est vrai. Tu n'as pas perdu en match de poule. Tout ça, ça sert de terrain d'entraînement, ou plutôt terrain de compétition, pour te préparer sur la Coupe du Monde, où là, tu vas pas arriver juste pour prendre des photos. Si tu veux, c'est pas Kofi Olomide dans Magie, là. Là, tu vas vraiment pour aller gagner des matchs, ou tenter de gagner des matchs. Et donc, c'est ce que j'attends, c'est la compétitivité que tu as montrée pendant 3 ans, ou plutôt, c'est ça, 3 ans sur le continent africain, retranscrit là sur une compétition intercontinentale. Bon, on rappelle les adversaires. Portugal, Colombie, Ouzbékistan. D'ailleurs, Colombie, ce match-là, il va être capital parce qu'on va jouer au Mexique. Bah, dans le même stade. Je voulais venir. Le stade a été baptisé. Colombie sera à domicile. Ouais. Ouais. Même si, bon, effectivement, il y a, tu sais, on en a parlé un peu tout à l'heure, il y a tout le contexte et autres, mais la Colombie sera à domicile, donc ça va être un match vraiment, l'ambiance va être incroyable. Franchement, les joueurs, je pense que, après, bon, on connaît les ambiances africaines, ils ont déjà connu ça, mais jouer à la Colombie au Mexique, ça va être quelque chose. En plus, la Colombie, ils ont un jeu des fois pas débridé, mais ils mettent du rythme, c'est intense, ça va dans tous les sens. Luis Diaz, il court partout. Pour moi, en tout cas, c'est le genre d'équipe qui va davantage rappeler le football africain. C'est-à-dire, quand tu fais des fois des matchs de qualification contre des équipes où, entre guillemets, tu es le favori, ils viennent, ils courent partout, ils vont dans tous les sens. Pour moi, là, ils vont davantage se retrouver. Ça va être le match charnière. Pour moi, c'est Portugal, bonus, tu prends ce qu'il y a à prendre, mais tu le joues quand même à fond, évidemment. Colombie, là, tu as ton vrai combat. Et Ouzbékistan, par contre, victoire impérative. Et encore, Ouzbékistan, faut faire attention parce Ouais. que ça peut être aussi l'un des exemples à suivre. Ils ont beaucoup investi, notamment dans les catégories jeunes. D'ailleurs, ils ont connu 2 années qui sont historiques pour eux. Ils se sont qualifiés aux Jeux Olympiques 2024, où ils avaient d'ailleurs quasiment tenu en échec l'Espagne, futur vainqueur de la compétition. Ils se sont qualifiés pour la première fois en Coupe du Monde. Donc, eux, ils arrivent avec une nouvelle génération. Donc, c'est un adversaire que tu devras prendre au sérieux. Et oui, en tout état de cause, moi, tu joues pour la qualification. La qualification, encore plus avec le jeu de la 3e place. Et s'il y a qualification pour les huitièmes de finale de la RDC. Après, je sais pas ce qui va se passer. non, hein. pas. Ouais. Première étape. Houston, Guadalajara. J'imagine et, même pas les attends, festivités qu'il y aura là. C'est pas un jour férié qu'il y aura, ça va être quelque chose. C'est une semaine. Ça va être une semaine. Non, mais après, rêvons. Je veux dire, il y a 4 ans, on était en train de dire oui, les nations africaines, si elles font un quart de finale, c'est bien.
On a vu le Maroc qui fait demi-finale, qui casse un plafond de verre, qui montre qu'il n'y a pas de complexe à avoir. Est-ce que c'est pas ce que doit dire la RDC? On va dire, ok, nous avons un groupe qui est ce qu'il est, mais après, en plus, un petit histoire de meilleur troisième, des fois, tu as un ou deux gros qui se loupent, du coup, qui faussent tout le tableau. Du coup, tu peux arriver en huitième de finale, finalement, tu devais affronter un gros, tu affrontes une équipe qui est à ta portée, mais tu gagnes, tu es déjà en quart, et là, c'est encore. Tu m'as déjà sourire. C'est 8e ou 16e? C'est 16e, pardon. 16e, il y a, 8e. il y a un match en plus. Mais c'est pour ça que moi, ça serait super intéressant en tout cas de passer ce premier tour parce qu'on a l'habitude maintenant de jouer des matchs à élimination directe. C'est ça. Et après, la Coupe du Monde, c'est que ça, c'est de la gestion du stress, des détails. Donc, si on passe, en tout cas, les joueurs, même, ça ne sera pas une surprise pour moi. Parce qu'ils sont déjà dans cette dynamique. Donc, c'est pour ça que cette Coupe du Monde, elle est super intéressante pour nous. On n'arrive pas perdu, mais avec des certitudes. Donc, mais il faut être humble, bien préparé. Je pense que la préparation, elle va être très importante. Et puis après, si les joueurs sont dans des bonnes conditions, et il y a aussi cet appui du peuple et du gouvernement, parce que tout à l'heure, on parlait, la différence entre notre époque, il n'y avait pas un investissement du gouvernement de cette manière. Je veux dire, on était un peu, pas laissé à l'abandon, mais il n'y avait pas le président qui s'impliquait, qui était là, qui parlait, qui venait. Non, c'était différent. Donc là, on sent qu'il y a toute cette implication. Ah, mais tu peux le dire, des fois les stades de préparation, c'était pas ça. Les primes, j'en parle même Ouais, pas. non, on a Tout ça, connu non, mais maintenant, toutes c'est- ces réalités, bien sûr, on les a connues, les voyages, les longs voyages. J'ai le souvenir d'avoir fait en un jour, je crois, combien? 3 pays, hein. Avec les escales. Ouais, c'est ça. RDC, on est passé par Kasumbalé, ça, tu passes par... c'est la frontière à Lubumbashi. La Zambie, Oui. Zambie, Kenya, pour rentrer après à Paris, tu vois, une Ouais. fois, je jouais le mercredi, on avait joué mercredi à Lubumbashi et le vendredi, j'étais à Ajaccio. Ouais. Donc imagine-toi le voyage que j'avais fait. Mais on a connu ça, après, ça fait partie, comme j'ai dit tout à l'heure, des échecs, de l'évolution chronologique pour arriver à une qualification. Maintenant, il n'y a plus ces problèmes de voyage, les équipements, il y a un peu l'équipementier, des beaux maillots qui se vendent, il y a des points. Donc, tu vois, c'est tout un... C'est un cercle. C'est un cercle qui fait que bah, aujourd'hui, on en arrive là et c'est bien, hein, franchement, c'est bien. Tout- Et il faut continuer De encore. toute façon, on joue comme on s'entraîne C'est comme ça. on est dirigé. Le match, il se gagne à la minute où tu arrives au rassemblement. Tout doit être optimisé pour justement amener la performance. Et amener la performance, c'est avoir un cadre sain, un cadre de travail. Pour moi, il y a un stage qui est fondamental. C'est le stage d'Abu Dhabi juste avant la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Où le stage d'Abu Dhabi, enfin à l'époque, notamment avec RMC, il y avait eu des retours où ça disait ça travaillait bien et dans un cadre idéal. Et derrière arrive cette demi-finale. Et ça a été pour moi, la vision, ça a été l'exemple à suivre sur le fait que dans la qualité de la préparation, ça avait une influence positive sur ce que tu pouvais amener en match. Et je pense que forcément, bah, Sébastien Desabre, encore plus avec un statut renforcé, parce que derrière, il a été nommé sélectionneur manager, il s'est appuyé notamment sur cette idée que le match, il se gagne pas au moment des îles. Non, le match, il se gagne au moment où ils arrivent dans le rassemblement avec les équipements de la République démocratique du Congo et qu'il faut construire la performance petit à petit. L'entraîneur, c'est pas... Évidemment, l'entraîneur est très important. Évidemment, les joueurs, ils sont très importants. Mais l'intendant, celui qui va travailler à la cuisine, celui qui va travailler notamment justement pour bien les loger à l'hôtel, tout ça, ça participe à créer la performance. Et aujourd'hui, du côté de la République démocratique du Congo, mieux vaut tard que jamais, on est en train de l'apprendre et de s'en servir pour justement que ça serve à la sélection. Après, j'ai envie de dire, Desarbes, moi j'étais avec lui l'an passé, je le voyais souvent, vu que nous on s'entraînait au Stade des Martyrs, et souvent avec Vita on s'entraînait, et après l'équipe nationale venait. Mais il gère vraiment tout, il est vraiment minutieux sur tous les détails qui touchent à son groupe. Et ça fait la différence, et j'ai l'impression que c'est un peu l'héritage de Claude Leroy. Ouais. Tu connais bien, moi je l'ai eu, c'était mon coach en équipe nationale. Et Claude Leroy, il était vraiment fort, parce qu'à l'époque même, notre coach adjoint, c'était le Minier, tu vois, pour te dire, il est maintenant en Haïti. Donc, ils savent gérer le joueur africain. Ils ne sont pas non plus trop stricts, mais ils savent taper du poing quand il faut et laisser aussi cette petite liberté, parce que c'est ça aussi la sélection, quand on se retrouve avec nos collègues, c'est partager des moments, voir nos familles, vivre aussi cette atmosphère du pays.
Et il a compris ça. Il y a des coachs qui ne comprennent pas, ils sont trop stricts. Par exemple, un Cooper, il avait son adjoint qui était, je crois, qui était malien, il comprenait pas les dynamiques de la RDC. Et il faut comprendre aussi, maintenant, Desarbes, il a compris, tu vois, on l'appelle Tatou Seba, il est dans la culture. Ça aussi, ça joue. Et Claude Leroy, pour moi, c'est le maître, c'est le grand maître. Parce que quand on était avec lui en sélection, on était, pour moi, hein, on allait en sélection, on était sérieux dans le boulot, mais à la fois, on kiffait on kiffait d'être au Congo avec nos coéquipiers, avec nos familles, et c'était vraiment top, cette alchimie-là. Il l'a compris, Desarbes, et là, il est en train de faire un grand travail, hein. Alchimie, bonne préparation, et comme tu l'as dit, on joue comme on s'entraîne, et par l'inverse, en tout cas, en espérant que la RDC fasse une bonne Coupe du Monde. Et tous les pays africains d'ailleurs, mais en tout cas Tous la les RDC, pays parce que, africains. en tout cas, il y a vraiment beaucoup de T'inquiète choses pas, à faire Mansour, sur ça va cette se retrouver avec le Sénégal à un moment donné. année. Écoute, franchement, moi je signe, hein. Je signe de toute façon, on va voir qui est maîtrisable. Ouais, ça démarre, ça pas oublié, t'inquiète pas. Je pense que vous n'avez pas oublié. En tout cas, j'espère que vous avez beaucoup aimé Rancunier n'est pas précis. vous avez beaucoup aimé cet épisode. On se retrouve prochainement pour un nouveau format. Ce sera le format débat. On va revenir un petit peu sur tout ce qui se passe autour de cette finale de la CAN 2025, jury d'appel CAF, tout ça, etc. On aura des documents à vous montrer. Vous allez voir, ça va être fantastique. Vous allez nous insulter, mais on adore ça. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.